qu'un monument. Ah oui, un vrai monument. Bonjour d'ailleurs. Bonjour. Oui, donc un sujet qui touche absolument tout le monde, mais qui cache une réalité médicale vraiment d'une complexité vertigineuse. Complètement. L'objectif de cette plongée au cœur des données cliniques, c'est de déconstruire un mythe tenace en fait. L'idée que le médicament le plus banal, vous savez, celui qui traîne dans toutes les armoires à pharmacie pour le moindre mal de tête, serait totalement inoffensif. Ouais, c'est le grand piège. C'est ça. On parle, bien sûr, de l'intoxication au paracétamol, et pour mener cette exploration, on s'appuie sur un dossier médical d'urgence qui est exhaustif, avec des algorithmes de décision, des schémas métaboliques très pointus et des cas cliniques réels. Et c'est un dossier d'une richesse exceptionnelle parce qu'il lève vraiment le voile sur ce que le monde médical appelle un toxydrome trompeur. Un toxydrome trompeur. Exactement. L'enjeu de notre discussion, ça va être de comprendre pourquoi une surdose de ce remède si familier déclenche une véritable réaction en chaîne destructrice dans le foie. Et surtout, ce qui est fascinant à observer, c'est comment les médecins urgentistes, face à cette menace spécifique, ils doivent complètement ignorer l'apparence du patient pour s'en remettre à des mathématiques implacables. C'est fou ça. Oui, c'est la seule façon de sauver des vies dans ce contexte précis. Et c'est exactement cette tension qui rend l'analyse si captivante. On est vraiment à la croisée des chemins entre une biologie fascinante, des décisions prises sous haute pression et une course contre la montre qui est totalement invisible à l'œil nu. Totalement invisible, ouais. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par ce qu'on pourrait appeler le paradoxe métabolique. Comment une simple pilule contre la fièvre peut se muer en poison mortel? C'est toute la question. Parce que les chiffres présents dans le dossier médical font l'effet d'un électrochoc. La dose létale est estimée à plus de 10 grammes, mais la dose toxique, ce qu'ils appellent la DI, peut être atteinte dès 150 mg par kilo en une seule prise. C'est très peu en réalité. Bah oui, pour donner un ordre d'idée chez un adulte un peu léger, on parle parfois de quelques grammes seulement. Et pour certaines personnes vulnérables, le seuil est encore plus bas. Alors pour bien saisir ce basculement, il faut vraiment zoomer à l'échelle de la cellule hépatique. Du foie donc. Du foie, voilà. En temps normal, quand on avale du paracétamol, l'absorption est rapide au niveau de l'intestin. Le foie prend ensuite le relais pour nettoyer le sang. Dans 95% des cas, le paracétamol est éliminé de manière totalement inoffensive par des processus qu'on nomme la sulfoconjugaison et la glucuronoconjugaison. Des noms bien barbares. Oui, c'est vrai. Mais derrière ces termes se cache une mécanique hyper simple. Le foie attache une petite molécule d'acide au paracétamol. Ça agit comme une étiquette en fait qui rend la substance soluble dans l'eau. D'accord. Et ça permet au rein de l'évacuer tranquillement dans les urines. C'est la voie principale, celle qui ne pose aucun problème. Donc le problème, si je comprends bien, c'est pas cette autoroute de l'élimination. Non, c'est pas ça. Ce sont les 5 à 10% restants. Et c'est là que le monstre de notre histoire entre en scène. Le terme de monstre est tout à fait approprié. Une petite fraction du médicament trouve pas de place sur la voie principale. Du coup, elle emprunte une voie métabolique alternative. Une voie de secours, C'est ça. Cette voie de secours, elle est gérée par une enzyme spécifique, le cytochrome P450. qu'on voit souvent abrégé CYP P450 dans le dossier. Exactement. Cette enzyme, en essayant de dégrader le paracétamol, va produire une substance intermédiaire extrêmement instable et toxique, le NAPQI. Le fameux NAPQI. Voilà. En temps normal, avec une dose thérapeutique de 1 ou 2 grammes, la production de NAPQI est minime. Le foie possède une parade parfaite. Une molécule protectrice appelée le glutathion. Ce glutathion vient immédiatement se lier au NAPQI pour le neutraliser, un peu comme on désamorcerait une bombe. Donc il n'y a aucune lésion pour le foie. D'accord. Moi, j'aime beaucoup visualiser ça avec une métaphore du quotidien. Allez-y. Imaginons le foie comme une immense maison qui organise une fête. Le paracétamol, ce sont les invités. À dose normale, c'est une petite soirée tranquille. Les invités salissent un peu, produisent des déchets, disons le NAPQ. Ouais. Mais il y a une équipe de nettoyage spécialisée et suréquipée, le glutathion, qui nettoie au fur et à mesure. La maison reste impeccable. Par contre, en cas de surdosage, c'est une fête étudiante massive qui dégénère complètement. C'est une super image. Ça illustre parfaitement la saturation du système. Lors d'une ingestion massive, la voie d'élimination sûre à 95% dont on parlait, elle est saturée en quelques instants. La porte principale est bloquée. Voilà. Donc, le foie, un peu paniqué, redirige des quantités astronomiques de paracétamol vers l'enzyme CYP P450. On assiste alors à une surproduction dramatique de NAPQI. Pour reprendre l'image, la fête dégénère et l'équipe de nettoyage utilise toutes ses réserves de produits d'entretien. Et le glutathion s'épuise. À une vitesse fulgurante. La règle biologique est stricte. Lorsque les stocks de glutathion tombent en dessous de 30% de leur niveau normal, le NAPQI n'est plus neutralisé. Il va s'attaquer directement aux protéines des cellules du foie, détruisant leur structure même. C'est la nécrose hépatique. Les cellules meurent les unes après les autres. Exactement. Ce qui rend cette mécanique encore plus insidieuse, c'est que la taille de cette équipe de nettoyage, elle n'est pas la même pour tout le monde. Les documents cliniques détaillent des facteurs de vulnérabilité qui font chuter le seuil de toxicité de manière vraiment spectaculaire. Il est fondamental d'intégrer cette notion de terrain vulnérable. Les protocoles divisent ces vulnérabilités en deux grands mécanismes. D'un côté, il y a tout ce qui diminue le stock de glutathion disponible dès le départ. Donc une équipe de nettoyage déjà réduite avant même que la fête commence. C'est tout à fait ça. On parle ici de la dénutrition sévère, de l'anorexie ou simplement du vieillissement. Une personne dénutrie n'a pas les acides aminés nécessaires pour fabriquer ce glutathion. Et de l'autre côté, De l'autre côté, il y a les facteurs qui stimulent excessivement l'enzyme CYP P450, celle qui fabrique le poison. L'alcoolisme chronique en est le meilleur exemple, tout comme certains traitements au long cours. quel genre de traitement? Des médicaments antiépileptiques ou des thérapies contre le VIH, comme l'azidovudine. Ces médicaments agissent comme des inducteurs enzymatiques. Ils multiplient le nombre d'enzymes CYP P450. Donc chez ces patients, non seulement l'usine tourne plus vite pour fabriquer le gaz toxique, mais en plus ils ont moins d'agents d'entretien pour nettoyer. La double peine. C'est la double peine, ouais. Une dose qui soulagerait à peine la migraine d'une personne en bonne santé peut littéralement détruire le foie d'un patient vulnérable. Le contexte modifie radicalement la toxicité. Et cela nous amène à la difficulté majeure pour les urgentistes. Car tout ce chaos cellulaire, cette destruction massive qui se perd dans le foie, se fait dans le silence le plus absolu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ou plutôt terrifiant, je dirais. C'est le fameux piège clinique mentionné dans les protocoles. Il y a un fossé gigantesque entre ce que l'on voit de l'extérieur et l'incendie biologique à l'intérieur. Oui, c'est un compte à rebours totalement invisible. C'est ça. Comment ça se déroule dans le temps? La chronologie de l'intoxication est redoutable. Les protocoles décrivent un premier jour, de la toute première heure jusqu'à la 24e heure, qu'on appelle la phase de latence.
La phase de latence. Cliniquement, il n'y a souvent rien. Le patient se présente aux urgences, il parle normalement, ses constances sont stables, tout au plus de vagues nausées ou une légère perte d'appétit. N'importe quel observateur non averti renverrait cette personne chez elle sans s'inquiéter. Et ce serait une erreur fatale. Pourtant, au niveau sanguin, la réalité est tout autre. Dès la 12e à la 18e heure, bien que le patient sourie, les cellules de son foie sont en train d'exploser. En explosant, elles libèrent leurs propres enzymes dans le sang, ce qu'on appelle les transaminases, les ASAT et les ALAT. Les fameux marqueurs hépatiques. Oui. Sur la prise de sang, les courbes commencent à grimper verticalement. On a donc un patient qui va très bien, mais dont le sang hurle à l'aide. Et si les médecins se fient uniquement à ce qu'ils voient et décident de ne rien faire, le réveil s'annonce catastrophique pour les jours suivants. Le passage au jour 2 à 6 marque la fin de l'illusion. Le masque tombe avec l'apparition de l'hépatite grave. Le foie massivement nécrosé ne filtre plus rien et ne produit plus ce qui est vital. Et ça se voit comment physiquement à ce stade? Le patient développe un ictère. La peau et le blanc des yeux deviennent intensément jaunes à cause de l'accumulation de bilirubine. Les toxines non filtrées atteignent le cerveau, provoquant une encéphalopathie, donc confusion, léthargie, puis coma. C'est systémique en fait. Complètement. Le corps entier subit des dommages collatéraux. Les reins peuvent lâcher sous l'assaut des toxines, c'est la nécrose tubulaire aiguë. La leçon gravée dans le marbre pour chaque médecin urgentiste est très claire. C'est laquelle? Une présentation clinique rassurante lors des premières 24 heures ne doit jamais retarder l'application stricte du protocole de prise en charge. Alors, c'est là qu'on arrive à la grande question. Comment on gère une urgence absolue quand le patient a l'air d'aller parfaitement bien? C'est ici que l'algorithme de survie entre en jeu dans le dossier. La documentation montre une rigueur temporelle extrême. Chaque minute compte, depuis le franchissement des portes de l'hôpital jusqu'à l'injection du traitement. Et comment ça commence? Le facteur temps dicte l'ensemble de l'algorithme. Tout démarre avec la définition précise de H0, l'heure de l'ingestion. Si la prise en charge se fait très précocement, dans une fenêtre de tir minuscule de 2 à 4 heures post-ingestion, on déploie une décontamination digestive. Pour vider l'estomac. Plutôt pour piéger le produit. L'objectif est mécanique, piéger le paracétamol dans l'estomac avant qu'il ne passe dans le sang. On administre du charbon activé. C'est une substance extrêmement poreuse qui agit comme une éponge atoxique. D'accord. À quelle dose? La dose est d'1 gramme par kilo de poids, sans jamais dépasser 50 grammes. Mais le protocole est intransigeant sur un point. Lequel? Au-delà de 4 heures, cette procédure est inutile. Le poison a déjà franchi la barrière intestinale. Ce qui m'amène à une contradiction fascinante dans ces mêmes protocoles. On est dans l'urgence absolue, on court contre la montre, et pourtant il est formellement interdit de prélever du sang pour mesurer le taux de paracétamol avant la 4e heure. C'est exact. Pourquoi freiner des 4 fers alors qu'on cherche à évaluer la gravité au plus vite? C'est parce que la physiologie a ses propres règles. La pharmacocinétique l'explique très bien. Pour savoir si une dose est toxique, il faut connaître sa concentration maximale dans le sang, le pic plasmatique. Et ce pic n'arrive pas tout de suite. Habituellement, ce pic est atteint en 1 ou 2 heures. Mais lors d'une intoxication massive, la quantité de comprimés dans l'estomac forme une masse qui ralentit la digestion. L'absorption est retardée et le pic sanguin peut n'apparaître qu'à la 4e heure. Ah oui, donc si on mesure trop tôt... Mesurer le taux à H2 ou H3 donnerait un résultat faussement bas. Le médecin se croirait tiré d'affaire, renverrait le patient et le condamnerait de fait. C'est terrible. On attend donc scrupuleusement H4 pour faire le prélèvement décisif. Mais en attendant, on ne reste pas inactif, on surveille le rythme cardiaque, on réalise un électrocardiogramme et on guette des signes d'alarme précoces comme l'acidose lactique. Qui indique quoi, l'acidose lactique? Ça traduit une souffrance cellulaire globale et ça peut apparaître dès la 6e heure. Donc on attend patiemment la 4e heure pour avoir la vraie mesure du danger, et c'est à cet instant précis qu'on dégaine ce qui semble être l'outil ultime des urgentistes, le fameux nomogramme de Prescott. Outil indispensable, oui. Pas de place pour l'intuition ici, c'est un graphique qui prend littéralement la décision thérapeutique à la place du médecin. Le nomogramme de Prescott est effectivement la clé de voûte de toute la prise en charge entre la 4e et la 24e heure. C'est un outil d'une grande clarté visuelle. L'axe horizontal représente le temps écoulé depuis l'ingestion et l'axe vertical donne la concentration de paracétamol dans le sang. Et on croise les deux données. C'est ça. Sur ce graphique, on trouve une ligne diagonale descendante qui est la ligne de traitement standard. Si au croisement du temps et de la concentration du patient, le point tombe au-dessus de cette ligne, par exemple à un taux supérieur à 150 mg par litre à H4, le protocole impose de traiter immédiatement. Mais ce n'est pas tout, car l'outil s'adapte aussi aux patients vulnérables dont on parlait tout à l'heure. C'est toute l'ingéniosité du nomogramme. Il intègre une seconde ligne, souvent tracée en pointillé, qui se situe beaucoup plus bas sur le graphique. C'est la ligne de risque. Pour ceux qui ont un glutathion déjà bas. Voilà. Pour un patient souffrant de dénutrition ou d'alcoolisme, la tolérance du foie est bien moindre. À H4, le seuil d'alerte pour ce patient ne sera plus de 150, mais tombera autour de 100 mg par litre. Le graphique modélise parfaitement le fait qu'une même concentration sanguine implique des décisions radicalement différentes selon le terrain métabolique. Et si le point fatidique atterrit au-dessus de la ligne? La réponse de la médecine d'urgence prend la forme d'un antidote au nom imprononçable, la N-acétylcystéine, ou NAC pour faire court. La fameuse NAC. Ce qui est merveilleux avec ce traitement, c'est la pureté de son mécanisme d'action. L'antidote n'est pas une arme qui détruit le poison en fait. C'est un ravitaillement pour l'équipe de nettoyage. Il vient simplement renflouer les stocks hépatiques de glutathion pour que le foie reprenne le combat de lui-même. Curseur exact dont il a besoin pour relancer en urgence la synthèse du glutathion. Face à une intoxication sévère, le protocole intraveineux se déploie comme une opération militaire millimétrée. C'est-à-dire? Ça prend combien de temps? Il s'étend sur 21 heures et se divise en 3 phases distinctes. On commence par une phase d'attaque intense, 150 mg par kilo perfusée en 1 heure seulement. Le but est d'inonder le foie de renfort. D'accord, l'attaque massive. Ensuite, on passe à l'entretien initial avec 50 mg par kilo sur 4 heures pour stabiliser la situation. Et la dernière phase, la phase de maintenance prend le relais avec 100 mg par kilo étalé sur 16 heures. Et attention, la fin de ces 21 heures n'est pas une garantie d'arrêt. Si les enzymes hépatiques témoignent encore d'une destruction cellulaire ou si le paracétamol est toujours présent dans le sang, la perfusion est maintenue. On lâche rien tant que la biologie n'est pas pacifiée.
Seulement voilà, la biologie réserve des surprises, et le document clinique met en lumière un effet secondaire particulièrement piégeux pour les soignants. Cet antidote providentiel déclenche très souvent ce qu'on appelle des réactions anaphylactoïdes. C'est un grand classique, oui. Pour être clair, le remède qui sauve le foie donne l'impression de tuer le patient sur place. C'est une situation clinique d'un stress immense. En pleine perfusion, le patient peut développer des rougeurs intenses sur tout le corps qu'on appelle des flushs, ressentir des démangeaisons insupportables, se mettre à vomir et voir son rythme cardiaque s'emballer. Ça ressemble à une grosse allergie. Le tableau ressemble à s'y méprendre à un choc allergique gravissime. Le réflexe pavlovien de n'importe quel médecin face à ce type de réaction, c'est de stopper immédiatement le médicament qui en est la cause. Et c'est là qu'intervient la règle d'or, la ligne rouge du protocole. Il est formellement interdit d'arrêter définitivement la N-acétylcystéine. Le protocole demande littéralement aux médecins d'ignorer leur instinct premier. On laisse pas le foie se nécroser juste parce que le patient fait une réaction cutanée impressionnante. La hiérarchisation des risques est la base de la médecine urgence. Le risque lié à l'accumulation de NAPQ est une mort certaine par destruction du foie. La réaction anaphylactoïde, bien que spectaculaire, est transitoire et contrôlable. Donc on fait quoi à la place de l'arrêter? L'algorithme dicte de ralentir drastiquement la vitesse de la perfusion pour calmer l'organisme. En parallèle, on administre des traitements symptomatiques, comme des antihistaminiques ou des corticoïdes. Dès que la tempête allergique s'apaise, on reprend le débit. L'antidote doit passer, c'est non négociable. Très clair. Qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment ces théories, ces lignes graphiques et ces protocoles stricts s'incarnent dans le chaos des urgences? Il faut regarder les cas cliniques pour ça. Plongeons justement dans les études de cas réels fournis dans les dossiers. Le premier cas est saisissant par sa clarté. On a une jeune femme de 18 ans, 60 kilos, sans aucun antécédent médical. Elle arrive aux urgences 2 heures seulement après avoir ingéré 15 grammes de paracétamol en une seule fois. C'est une dose massive. Et pourtant, elle va parfaitement bien, pas la moindre nausée. Ce cas clinique illustre la gestion agressive d'une prise en charge très précoce. L'heure d'arrivée est cruciale, H-2. Elle se trouve donc en plein dans la fenêtre d'efficacité pour la décontamination. Le fameux charbon activé. Le médecin prescrit immédiatement du charbon activé. Le calcul de la dose est rapide, 60 kg équivaut à 60 grammes théoriques, mais le plafond strict est de 50 grammes. Elle reçoit donc la dose maximale autorisée. Ensuite vient la question de l'antidote. Doit-on attendre tranquillement la 4e heure pour faire une prise de sang et regarder le nomogramme de Prescott? Et la réponse de l'algorithme est un non catégorique. Les mathématiques imposent l'action immédiate. C'est ce que les documents appellent la procédure fast-track. Le calcul mental effectué par l'urgentiste est sans appel. Une ingestion de 15 grammes pour un poids de 60 kg donne une dose supposée ingérée de 250 mg par kilo. Et le seuil de toxicité absolue est fixé à 150. Exactement. Elle a donc ingéré presque le double de la dose capable de déclencher une hépatite fulminante. Peu importe ce que révélera la prise de sang à H4, le risque de nécrose massive est une certitude mathématique. On perd pas de temps. Dans ce scénario de surdosage massif précoce, on n'attend pas la confirmation biologique. La perfusion de N-acétylcystéine est amorcée dans la minute. Le prélèvement sanguin à la 4e heure sera bien sûr réalisé, mais uniquement pour ajuster le suivi, pas pour déclencher le traitement qui est déjà en train de sauver son foie. Les mathématiques l'emportent sur l'attente. Mais le deuxième cas clinique explore une dynamique inverse et tout aussi dangereuse. Le poids invisible du terrain métabolique. Oui, c'est un cas très différent. Ici, le patient est un homme de 45 ans avec un passif d'alcoolisme chronique. Il se présente aux urgences beaucoup plus tard, 8 heures après la prise des médicaments. Le prélèvement sanguin révèle une concentration de paracétamol de 70 mg par litre. C'est là que le piège se referme. Parce qu'à première vue, 70 apparaît faible par rapport aux chiffres extrêmes qu'on vient d'évoquer. Et c'est précisément l'erreur d'analyse qui pourrait lui coûter la vie. L'interprétation brute du chiffre est inutile sans le contexte clinique. Ce patient coche la case du terrain à très haut risque. Son foie, éprouvé par des années d'alcoolisme, ne possède pratiquement plus de réserve de glutathion et ses enzymes CMP-P450 sont en surrégime constant. Il a la fameuse double peine. C'est ça. S'il était un patient standard, la ligne de traitement classique sur le nonogramme H8 indiquerait un seuil de sécurité à 55 mg par litre. Avec ses 70, il serait juste au-dessus. Mais pour lui, la règle change. L'urgentiste doit regarder la ligne en pointillé, la ligne de risque majeur. Et sur cette courbe spécifique, à 8 heures post-ingestion, le seuil s'effondre à seulement 26 mg par litre. C'est un décalage vertigineux. Ces 70 mg par litre, qui semblaient presque rassurants, sont en réalité près de 3 fois supérieurs à ce que son propre foie épuisé peut tolérer. L'indication de l'antidote est d'une urgence critique. Le traitement démarre immédiatement. Il n'y a pas une seconde à perdre. Et tout cela nous pousse vers la réflexion la plus sombre de ces documents cliniques. Si le patient arrive trop tard, si l'antidote ne suffit pas, ou si le diagnostic initial est raté à cause de l'absence de symptômes, on franchit un point de non-retour. Si l'algorithme de survie échoue ou est appliqué hors délai, la destruction hépatique devient irréversible. L'ultime recours médical est alors d'une lourdeur extrême. C'est le transfert immédiat, souvent encadré par le SAMU, vers une unité de réanimation hépatologique pour tenter d'obtenir une greffe de foie en super urgence. C'est vraiment la dernière carte à jouer. Et l'inscription sur cette liste prioritaire ne se fait pas sur un simple pressentiment. Les réanimateurs s'appuient sur des scores de gravité d'une froideur scientifique absolue. On utilise les critères de Clichy ou ceux du King's College. Ce ne sont plus seulement les enzymes du foie qu'on regarde à ce stade, c'est l'effondrement total de tout l'organisme. On évalue l'incapacité du foie à assurer la survie du corps. Les critères de Clichy mesurent par exemple le taux de facteur 5. C'est une protéine essentielle à la coagulation sanguine fabriquée exclusivement par le foie. Et s'il n'y en a plus? Si ce taux s'effondre sous un certain pourcentage, accompagné d'une encéphalopathie où le cerveau est intoxiqué, la greffe est la seule issue. Les critères du King's College vont encore plus loin dans l'analyse systémique. Il mesure quoi? Ils posent l'indication formelle de greffe sur des marqueurs de détresse globale. Un pH sanguin qui chute en dessous de 7,30, concrètement, le sang du patient devient acide, ces cellules n'arrivent plus à utiliser l'oxygène, ce qui se traduit par une explosion du taux de lactate au-delà de 3,5 mmol par litre. L'asphyxie cellulaire. Exactement. Ce n'est plus une maladie du foie, c'est un organisme entier qui s'éteint. C'est la réalité brutale derrière le comprimé le plus commun du monde. Une légère surdose, ignorée parce qu'elle ne fait pas mal au ventre sur le moment, peut dicter les conditions d'une greffe d'organes quelques jours plus tard, dans un service de réanimation au milieu d'alarmes signalant un sang devenu acide. C'est un résumé glaçant, mais tellement vrai.
Pour récapituler les enseignements massifs de cette exploration médicale, le paracétamol reste un allié formidable contre la douleur, mais son traitement par notre corps repose sur un équilibre biochimique d'une fragilité insoupçonnée. Tout à fait. En cas de surdosage, les voies normales de détoxification sont court-circuitées, générant un poison cellulaire puissant. La grande traîtrise de cette intoxication réside dans l'absence totale de symptômes initiaux, masquant une destruction hépatique silencieuse. Visible, la médecine d'urgence a banni l'intuition au profit d'une rigueur implacable. Il faut respecter la fenêtre stricte de la décontamination digestive, attendre la 4e heure pour obtenir un taux sanguin représentatif et appliquer l'antidote, la N-acétylcystéine, avec une précision horlogère. C'est vital. Cet antidote ne fait que redonner au corps les armes pour se défendre, en rechargeant ses réserves de glutathion, et il doit être maintenu coûte que coûte, même face à des effets secondaires impressionnants. Tout se joue sur un graphique et des calculs mathématiques, bien avant que la peau ne prenne une teinte jaune. Le document clinique démontre de façon magistrale comment la physiopathologie pure, comprise à l'échelle moléculaire, dicte chaque geste salvateur des équipes d'urgence face au silence des symptômes. Pour conclure cette plongée en profondeur, une réflexion s'impose naturellement. La science nous montre clairement à quel point notre survie face à une molécule aussi universelle repose sur un fil. Les réserves d'une simple substance protectrice, le glutathion. Une ressource très limitée. C'est ça. Une ressource vitale, mais dont les stocks s'épuisent à une vitesse affolante au moindre excès. Sachant que notre corps dépend à ce point de cette équipe de nettoyage microscopique pour gérer les menaces chimiques, on est en droit de s'interroger sur notre environnement global. C'est une question légitime. Parmi les centaines de substances synthétiques, d'additifs alimentaires ou de composés chimiques auxquels l'organisme est exposé quotidiennement de façon routinière, combien sont actuellement en train de solliciter et d'épuiser silencieusement ces mêmes voies de détoxification métabolique? Ça laisse songeur. La machine de nettoyage cellulaire pourrait bien être en sur-régime permanent sans qu'aucune alarme ne sonne, jusqu'à ce qu'un grain de sable inattendu ne vienne tout faire dérailler. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. À très vite pour une nouvelle exploration au cœur de la connaissance.